George Harrison, un nom à jamais associé à l'image du plus réservé et introspectif des quatre Beatles. Pour le public, il restait un homme calme, introverti, détaché du tumulte du show business. Pourtant, rares étaient ceux qui auraient imaginé que ce Beatle si discret avait été au cœur de nombreux scandales sentimentaux retentissants qui avaient secoué l'Angleterre. Dans une rare interview accordée à Rolling Stone, Harrison a évoqué sans détour la liste des femmes qu'il a profondément détestées, d'une actrice qui l'a éconduit, à une femme accusée d'avoir semé la discorde au sein des Beatles, en passant par une amante qui s'est montrée indécente envers son meilleur ami devant les caméras. Alors, qui était la femme que George Harrison détestait le plus? Et derrière ces relations tumultueuses, combien de secrets restent encore à découvrir? 1. Pattie Boyd, sa première épouse et symbole du triangle amoureux Layla Harrison-Clapton. Tout a commencé durant l'été 1964, sur le tournage de A Hard Day's Night. George, âgé de seulement 21 ans et déjà mondialement célèbre avec les Beatles, rencontra Pattie, une mannequin de 19 ans aux cheveux blonds et au rire radieux. Elle n'apparaissait que brièvement dans le film, mais cela suffit à George pour lui demander son numéro de téléphone. Des membres de l'équipe se souvinrent plus tard que George n'avait pratiquement adressé la parole à personne d'autre ce jour-là. Il ne cessait de la regarder et de sourire. Un an plus tard, le 21 janvier 1966, ils se marièrent à la mairie d'Epsom en présence de Paul McCartney et de quelques amis proches. Le Daily Mail décrivit l'événement comme un mariage de rêve entre le discret Beatle et l'icône de la mode londonienne. Ils s'installèrent dans une maison ensoleillée à Kinfont, dans le Surrey, où résonnait musique, encens et rire. George offrit à Pattie un bracelet en argent gravé des mots « À mon amour éternel, P. » Conjugal entre une star du rock et une icône de beauté ne fut jamais simple. Alors que les Beatles traversaient une période de tensions internes, George se plongea dans la méditation, la philosophie orientale et les longues séances d'enregistrement nocturne à Abbey Road. Pattie, souvent seule, cherchait du réconfort auprès d'amis artistes pour combler son vide. En 1968, les premières rumeurs commencèrent à circuler. Le journaliste Alan Smith laissa entendre que George ne se contentait plus de jouer de la guitare. Lors de soirées londoniennes, Harrison fut aperçu en compagnie de Charlotte Martin, un mannequin français lié à Eric Clapton et Jimmy Page. Bien que cela n'ait pas été confirmé par la presse, Pattie a révélé plus tard qu'elle recevait souvent des appels téléphoniques à minuit où l'interlocuteur se contentait de soupirer et de raccrocher. Un jour, elle a trouvé un billet de train pour Paris dans la poche de George au nom de C. Martin. La distance entre eux s'est accrue. George devint indifférent tandis que Pattie se sentait de plus en plus abandonnée. Tout bascula finalement par une froide soirée du début des années 1970 à Freyer Park, la demeure légendaire que George venait d'acquérir. Pattie rentra inopinément de Brighton et entendit des rires étouffés dans le salon. En ouvrant la porte, elle vit George et Maureen Starkey, la femme de Ringo Starr, assis ensemble dans l'obscurité. Pattie ne dit rien et s'éloigna silencieusement. Le lendemain, l'information a fuité. Le Journal News of the World publia un article intitulé « L'amitié des Beatles et les secrets de Friar Park ». George garda le silence. Ringo disparut de Londres pendant 2 semaines et Pattie se retrancha, refusant toute interview. Dans une lettre à une amie, elle écrivit « Je ne reconnais plus l'homme que j'ai aimé. » Au milieu de cette tourmente, Eric Clapton, ami proche de George, fit son apparition, se rendant fréquemment à Friar Park pour jouer de la guitare avec George Clapton. Il tomba peu à peu amoureux de Pattie. En 1971, il lui envoya le premier enregistrement de Layla avec ce mot « Je ne peux plus garder ça pour moi. »
À la sortie du morceau, tout le monde savait de qui il s'agissait. BBC Radio 1 et Top of the Pops le passaient en boucle. Le trio Clapton, Harrison et Patty faisait sensation dans le monde entier. Un soir, Clapton, ivre, est venu directement à Friar Park. Regardant George, il a déclaré « J'aime Patty. Je ne peux plus le cacher. » George s'est contenté de sourire en coin et a répondu doucement « Si tu veux essayer, alors essaie. » Cet échange fut relaté plus tard dans le livre Here Comes the Sun, The Spiritual and Musical Journey de George Harrison. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. En 1973, lors d'une fête chez Ronnie Wood à Richmond, plus tard qualifiée par la presse de nuit fatidique pour rock, Patty disparut avec Ronnie tandis que George fut aperçu quittant les lieux avec Chrissy, la femme de Ronnie. Quelques jours plus tard, le Sun titrait en une « Le scandale de l'échange de femmes des Beatles ». Malgré leur dénégation, les médias les harcelèrent sans relâche, allant jusqu'à reconstituer le déroulement précis des événements de cette nuit fatidique. Sous le choc, Patty quitta Friar Park, emportant seulement quelques affaires et leur album photo de mariage. George ne l'a pas arrêté. Il a seulement laissé un mot manuscrit. « J'espère que vous trouverez la paix que je n'ai pas pu vous donner. » Ils ont divorcé en 1977. Patty épousa plus tard Clapton, tandis que George trouva la paix auprès d'Olivia Arias. Pourtant, leur histoire de leur première rencontre sur un plateau de tournage aux chansons légendaires qui suivirent continue d'être racontée aujourd'hui. Patty Boyd devint bien plus qu'une femme. Elle fut la muse de 3 des plus grandes chansons d'amour de la décennie, Something Layla et Wonderful Tonight. Elle a fait tomber George profondément amoureux, a rendu Clapton fou et a laissé le monde entier se demander ce qui se passait réellement derrière les portes closes de Friar Park. 2. Yoko Ono, la seule femme que George Harrison a ouvertement refusée. Beaucoup pensaient que George et Yoko s'étaient disputés alors que les Beatles étaient encore ensemble. Mais le véritable tournant eut lieu en 1971, lorsque George organisa le concert pour le Bangladesh au Madison Square Garden de New York. Il s'agissait de son projet le plus ambitieux, à la fois une mission humanitaire et une déclaration d'indépendance après la séparation des Beatles. Alors que George réunissait des artistes, John Lennon accepta soudainement de se joindre à eux, pour le plus grand bonheur des fans du monde entier. Mais dans les 48 heures qui suivirent, l'entourage de Lennon ajouta une condition. Yoko Ono devait se produire avec lui. Pour George, c'était une limite inacceptable. Selon Rolling Stone, août 1971, les réunions préparatoires eurent lieu à Friar Park. Là, George a clairement fait comprendre à son équipe qu'il ne permettrait à aucune polémique de nuire à la mission de l'association. Un membre du groupe se souvient que la voix de George était calme, mais suffisamment ferme pour faire taire toute la salle. Des années plus tard, le producteur Phil Spector a confirmé avoir vu Lennon quitter une réunion après avoir appris que la demande d'adhésion à Yoko avait été refusée. Spector a déclaré que George était resté calme, mais que son regard était froid. Dès lors, leur relation s'est détériorée. Lennon avait le sentiment que George insultait sa femme, tandis que Yoko l'accusait d'exercer un monopole musical d'un autre âge. Dans l'émission de Dick Cavett, Yoko a laissé entendre « Certains disent aimer la paix, mais ne supportent pas que des femmes chantent pour elles. » Bien qu'aucun nom n'ait été cité, le public a compris que Harrison était visé. Les racines étaient plus profondes. Depuis 1968, Yoko perturbait les Beatles en assistant constamment aux séances d'enregistrement à Abbey Road, s'asseyant aux côtés de Lennon et donnant parfois son avis sur les harmonies ou les paroles. George, qui tenait à une totale liberté de création, se sentait envahi. Un ingénieur d'EMI se souvient que George avait un jour quitté une séance en plein milieu, abandonnant sa guitare sur la chaise. Ce soir-là, il téléphona à Ringo et lui dit simplement « Je ne supporte plus cette ambiance ». L'opinion publique se retourna également contre Yoko. Melody Maker publia un éditorial intitulé « Yoko, le 5e Beatle que personne n'a demandé ».
Parallèlement, le Guardian écrivait que George Harrison s'efforçait de préserver sa musique des expérimentations excessives. Les tensions s'étaient exacerbées lorsque Yoko et John avaient sorti Two Virgins Considered Too Radical, ternissant l'image de Lennon. Aussi, lorsque John avait exigé que Yoko participe au concert pour le Bangladesh, George l'avait perçu comme une question de fierté. Il ne s'est pas exprimé publiquement, mais des sources proches du dossier ont confié que la veille de la réunion finale, George avait passé des heures dans son bureau à réécrire la liste des artistes, rayant John et Yoko et les remplaçant par Bob Dylan. Le lendemain matin, la nouvelle s'est répandue. John s'était retiré. Les gros titres clamaient « Lennon renonce au Clash à cause de Yoko ». Le concert eut lieu le 1 août 1971. Des dizaines de milliers de personnes remplirent le Madison Square Garden. George était à la tête d'une pléiade d'artistes comprenant Ringo Starr, Eric Clapton, Bob Dylan, Leon Russell et Billy Preston. Sans Lennon, sans Yoko. Pourtant, le concert devint historique, émouvant, puissant, inoubliable. Par la suite, Yoko confia à BBC Radio 1 que George avait volé à John l'occasion de faire preuve de bonté. Lors de la conférence de presse, George déclara simplement « Je voulais que les gens écoutent de la musique, pas des disputes ». Le conflit ressurgit en 1973 lorsque George lança sa tournée « Living in the Material World ». Yoko envoya une lettre proposant un projet intitulé « Music for World Peace ». Mais George ne répondit jamais. Le Times publia rapidement un article intitulé « Harrison refuse à nouveau », accompagné d'une photo de lui quittant un studio de Los Angeles. Des rumeurs circulèrent ensuite selon lesquelles Yoko aurait envisagé de poursuivre Handmade Films, la société de production de George, pour avoir prétendument plagié l'une de ses compositions expérimentales pour la bande originale de Time Bandits. Bien que jamais prouvées, ces rumeurs firent les gros titres durant l'été 1981. Malgré cette brouille, George fut parmi les premiers à arriver au Dakota Building après la mort tragique de Lennon en 1980. Il apporta des fleurs blanches, resta silencieux un moment, puis partit. Un photographe du New York Daily News immortalisa l'instant, intitulé « Les adieux silencieux ». L'histoire de George Harrison et Yoko Ono dépassait le simple conflit personnel. Ce fut l'affrontement de deux égos artistiques, l'un discret et traditionnel, l'autre audacieux et rebelle. Ce conflit a laissé des traces dans l'héritage des Beatles, qui ont persisté bien après la dissolution du groupe. Finalement, George semblait las de la musique et des querelles interminables. Il s'est progressivement retiré des projecteurs, se concentrant sur la production cinématographique avec Handmade Films. Mais alors qu'il semblait avoir échappé à tous les drames, il a rencontré une nouvelle bombe à retardement, non pas en studio, mais sur un plateau de tournage. 3. Madonna. Le cauchemar sur le tournage de Shanghai Surprise. Après des années d'épuisement dû au monde de la musique et aux tempêtes émotionnelles, George Harrison pensait avoir trouvé une voie plus sereine, le cinéma. En 1978, avec son ami Dennis O'Brien, il fonda Handmade Films, une petite société britannique investissant dans des projets artistiques indépendants. Personne ne se doutait alors que ce choix le plongerait quelques années plus tard dans un véritable cauchemar. Tout commença début 1985, lorsque Harrison accepta de financer Shanghai Surprise, un film présenté comme un blockbuster d'aventure romantique réalisé par Jim Goddard. L'histoire se déroulait dans le Shanghai des années 1930 et mettait en vedette deux des personnalités les plus en vue d'Hollywood à l'époque, Madonna et Sean Penn, jeunes mariés que la presse encensait comme le nouveau couple star américain. Sur le papier, le projet avait tous les atouts. Un roman à succès comme source, des décors classiques, des acteurs de renom et le soutien financier de Handmade Films, qui avait déjà produit des œuvres acclamées, telles que La vie de Brian des Monty Python et Bandits. Mais quelques semaines seulement après le début du tournage à Hong Kong, la situation a rapidement dégénéré.
Selon le journaliste David Benedict du Guardian, présent sur le plateau, l'équipe travaillait sous une chaleur extrême, avec des températures atteignant 38 degrés. Le planning était constamment perturbé, car les deux acteurs principaux étaient presque toujours en retard. Madonna, alors au sommet de sa gloire après le succès de Like a Virgin, se comportait comme une véritable star. Des membres de l'équipe se souviennent qu'elle quittait souvent le tournage en plein milieu, prétextant que la lumière n'était pas bonne, tandis que Sean Penn, connu pour son tempérament colérique, s'opposait fréquemment au réalisateur. Un caméraman anonyme a confié au Hollywood Reporter qu'un jour, Sean Penn avait brisé une lampe halogène pendant le tournage et était parti, laissant Madonna assise des heures durant dans la loge maquillage. Une autre fois, l'actrice Frida Hu Chen s'est évanouie sous un soleil de plomb. Mais le planning n'a pas été raccourci, car Madonna a refusé de refaire les prises tant qu'elle n'était pas convaincue de l'émotion voulue. De retour en Angleterre, George Harrison reçut une série de rapports inquiétants de la part des superviseurs de production. Au début, il les attribua à des exagérations de la presse. Mais lorsque l'émission Entertainment Tonight diffusa un reportage spécial intitulé « Problème à Shanghai », dans lequel des membres de l'équipe se plaignaient que les deux stars rendaient tout le monde fou, il comprit qu'il devait intervenir. À la mi-septembre 1985, Harrison s'envola directement pour Hong Kong. La presse locale relatait son arrivée à l'hôtel Peninsula, où il marchait tranquillement aux côtés de Dennis O'Brien. Un membre de l'équipe se souvint plus tard que Harrison était arrivé très tôt sur le plateau, sa guitare acoustique à la main, et s'était assis en silence dans un coin pendant que l'équipe se préparait. On raconte qu'il a tenté de détendre l'atmosphère en grattant quelques accords doux de « Here Comes the Sun », mais personne n'en rit. La situation ne s'est guère améliorée. Après seulement un mois, le budget avait explosé, atteignant près de 12 millions de dollars, soit le double du budget initial. Madonna et Sean Penn refusèrent toute interview, tandis que la presse se déchaînait. Le Los Angeles Times titrait « Le film de George Harrison est plongé dans le chaos ». Un journaliste de la BBC World Service a rapporté les propos d'un membre de l'équipe, selon lesquels George était le seul à être assez calme pour ne pas crier. Une fois le film terminé début 1986, l'équipe a poussé un soupir de soulagement jusqu'aux premières projections test. Les réactions du public furent catastrophiques. Les spectateurs ont ri des scènes romantiques, sont restés silencieux pendant la comédie et certains ont même quitté la salle. Variety a écrit « Madonna est resplendissante mais se comporte comme si elle tournait un clip, tandis que Sean Penn semble en colère contre le monde entier. » Shanghai Surprise est sorti le 7 mars 1986 et n'a rapporté qu'environ 2 millions de dollars pour un budget de production de plus de 17 millions. Handmade Films a subi des lourdes pertes et Harrison a dû intervenir personnellement dans l'émission Good Morning Britain pour rassurer les investisseurs. D'une voix douce, il a déclaré « Nous n'avons tout simplement pas eu de chance cette fois-ci ». Mais en coulisses, ses amis se souviennent qu'il était profondément bouleversé, allant même jusqu'à envisager de fermer l'entreprise. Un détail peu connu de l'avant-première londonienne. Madonna était présente mais a refusé de poser pour des photos avec Harrison. Le lendemain, le Daily Express titrait « La reine de la pop snob, le producteur des Beatles ». D'après un ami, Harrison s'est contenté de sourire et de plaisanter à moitié. Travailler avec Madonna est plus difficile que de partir en tournée avec les Beatles. Après ce revers, le cinéma artisanal a commencé à décliner. Mais pour George, l'expérience chaotique de Shanghai ne l'a pas brisé. Elle lui a appris une leçon sur le côté sombre de la célébrité. Quelles que soient vos bonnes intentions, quelques personnes suffisent à réduire un projet entier à néant. Pourtant, sa polémique avec Madonna n'était pas la dernière fois qu'il se retrouvait mêlé à des affaires impliquant des femmes célèbres. Avant que les feux de la rampe hollywoodienne ne s'éteignent, Harrison avait eu une autre liaison controversée,
plus discrète, mais qui avait déchaîné les passions de la presse occidentale. Cette fois, ce n'était pas avec une star de la pop, mais avec un mannequin français auréolé de mystère. 4. Maureen Starkey, la femme qui a fait trembler les Beatles. Il existe des anecdotes sur les coulisses des Beatles que même les fans les plus fervents ignorent. Parmi elles, l'histoire de Maureen Starkey, l'épouse apparemment douce du batteur Ringo Starr, dont l'implication a failli briser à jamais l'amitié au sein du groupe. Les années 1970 ont débuté dans la tourmente. Les Beatles étaient au bord de la séparation. Les 4 hommes qui avaient écrit l'histoire ensemble pouvaient à peine se regarder. Tandis que John Lennon vivait sa relation avec Yoko Ono, Paul McCartney menait des batailles juridiques pour ses droits d'auteur. George Harrison se retirait à Friar Park, une vaste demeure du 19e siècle ornée de roseraie, d'étangs de lotus et même d'un labyrinthe de pierre. Les visiteurs la décrivaient souvent comme à la fois magnifique et mystérieuse, comme si elle recelait des secrets que personne n'osait dévoiler. Dans ce cadre paisible, une amitié improbable se noua. Maureen rendait souvent visite à George et Patty, prétextant avoir besoin de compagnie pendant les tournées de Ringo. Elle se lia d'amitié avec eux, passant parfois la nuit à Friar Park après de longues fêtes. Des amis, dont Eric Clapton, ont plus tard remarqué que la relation entre Maureen et George était devenue si étroite qu'elle en devenait troublante en quelques mois seulement. Un ancien employé de Friar Park, interviewé des années plus tard dans le documentaire Living in the Material World, a déclaré qu'il voyait souvent George et Maureen se promener ensemble dans le jardin tard le soir, seuls tous les deux alors que tout le monde dormait. Les rumeurs se sont répandues, bien que peu de gens dans les milieux artistiques londoniens osaient croire que le discret Beatle puisse aller aussi loin. Mais tous les secrets finissent par être révélés. Dans ses mémoires Wonderful Tonight, Pattie Boyd raconte une froide soirée de mars 1970 où elle rentra à Friar Park plus tôt que prévu. La lumière du salon était encore allumée et une douce musique s'échappait du vieux tourne-disque. En entrant, elle aperçut 2 silhouettes dans un coin, un instant qui fit basculer tout son monde. Elle ne dit rien, se contentant de s'éloigner en silence, laissant George figé dans l'immense demeure. Le lendemain, des rumeurs parvinrent aux oreilles de la presse. Le News of the World publia un article énigmatique intitulé « Le Beatle discret et la dame derrière la batterie ». Aucun nom n'était cité, mais les lecteurs n'avaient pas besoin d'indices. Les émissions de télévision et de radio en débattaient sans fin, tandis que le Daily Mirror consacrait un dossier spécial, Les secrets de Friar Park, accompagné de vieilles photos de presse où l'on voyait George et Ringo souriant. L'Angleterre bruissait de spéculations. Les Beatles étaient déjà en train de se désagréger, mais cela semblait être le coup de grâce. Ringo disparut de Londres pendant des semaines, séjournant à Monaco chez Keith Moon des Who. George se réfugia dans la musique et la méditation à Friar Park. Des amis comme Klaus Vormann et Billy Preston se souvinrent plus tard que personne n'osait prononcer le nom de Maureen en sa présence à cette époque. Des années plus tard, des membres de l'équipe de production du concert pour le Bangladesh affirmèrent qu'en 1971, Harrison était encore hanté par cet incident. En coulisses, quelqu'un l'entendit dire à un ami à voix basse « Il y a des erreurs qu'on paie toute sa vie ». L'amitié entre Ringo et George semblait brisée. Pourtant, étrangement, en avril 1973, le NME rapporta que les 2 hommes s'étaient retrouvés lors d'une petite fête chez Eric Clapton. Personne ne savait ce qu'ils s'étaient dit, seulement que Ringo était parti discrètement le lendemain matin, tandis que George restait au studio. 1 an plus tard, Ringo joua de la batterie sur Photograph, une chanson qu'ils avaient coécrite, en signe subtil de réconciliation. Par la suite, Maureen vécut plus recluse. Elle évitait les caméras et n'apparaissait qu'occasionnellement au concert de Ringo avec leurs enfants. En 1975, son mariage avec Ringo prit fin. Des magazines comme People et des tabloïds comme The Sun ravivèrent le vieux scandale, la surnommant la femme qui avait brisé le cercle des Beatles, une étiquette qu'elle aurait détestée jusqu'à la fin.
Bien que l'affaire se soit estompée, son impact a persisté. Ses amis ont remarqué que George avait changé par la suite, plus renfermé, moins joyeux et méfiant face aux complications du monde musical. Un ami proche a décrit George comme n'étant plus l'homme qui riait aux éclats en studio. C'était comme s'il portait un nouveau poids sur le cœur. Pourtant, un détail peu connu adoucit l'histoire en 1976. Après un léger accident de voiture dans l'Oxfordshire, le premier visiteur de George ne fut ni Patty ni Olivia, mais Ringo. Ils restèrent assis des heures durant dans la chambre d'hôpital, échangeant peu de mots, un sourire discret seulement à l'entrée du médecin. C'était peut-être leur façon silencieuse de pardonner. Pourtant, le destin semblait s'acharner à laisser George en paix. Quelques années plus tard, un incident encore plus rocambolesque, qualifié par la presse britannique de « nuit la plus folle du rock des années 1970 », éclata. Le scandale de l'échange de femmes à Richmond en 1973 impliquant George Harrison, Pattie Boyd, Ronnie Wood et Chrissy Findlay. Le pays tout entier en fut bouleversé. 5. Chrissy. Findlay, Chrissy Wood, l'échange de femmes, le plus notoire du rock britannique. Il existe des nuits dans l'histoire de la musique qui restent gravées dans les mémoires, non pas pour une chanson, mais pour une erreur qui a tout chamboulé. Une de ces nuits eut lieu durant l'été 1973 dans une petite maison de Richmond Hill, au sud-ouest de Londres. En quelques heures seulement, naquit ce qui allait devenir le scandale d'échange de partenaires le plus retentissant du rock britannique. À l'époque, George Harrison et Pattie Boyd traversaient une période de profonde détresse conjugale. George venait de terminer sa promotion du matérialisme, tandis que Pattie commençait à s'éloigner émotionnellement. Les journées moroses à Friar Park semblaient étrangement vides. Pendant ce temps, Ronnie Wood, guitariste des Faces, qui rejoindra plus tard les Rolling Stones, et sa femme, Chrissy Findlay, animaient toutes les soirées londoniennes, insouciants, bruyants, arrosés de vin et de musique, comme si la vie n'avait aucune importance. D'après le journaliste Nick Kent du NME de 1985, c'est Ronnie qui invita George et Pattie à passer un week-end de détente. La réunion eut lieu dans une petite maison bohème de Richmond Hill, où une lumière dorée tamisée filtrait à travers la fumée des cigarettes et où les rires emplissaient les couloirs. La soirée commença normalement. Des amis discutaient autour de verres de vin, arrosés de Clapton, passant brièvement de temps en temps avant de partir, tandis que George, Pattie, Ronnie et Chrissy restèrent tard dans la nuit. Le photographe Garrett Mankiewicz, présent par hasard, se souvient que l'atmosphère passa peu à peu d'intime à étrange. George et Chrissy, assis à l'écart dans un coin, discutaient de bouddhisme et de leur voyage en Inde, tandis que Ronnie et Pattie riaient ensemble de choses sur l'art et la mode. Vers minuit, la musique s'estompa et le vin commença à faire son effet. Alors que la fatigue se faisait sentir, l'inattendu se produisit. George et Chrissy quittèrent la maison, laissant Ronnie et Pattie sur place. Une Mercedes argentée disparut dans la nuit, laissant derrière elle des murmures que personne n'osa exprimer à voix haute. Le lendemain matin, la nouvelle se répandit si vite dans les milieux artistiques londoniens que même Harrison lui-même n'en comprenait pas la raison. L'Evening Standard titrait « Rock joue en privé avec ses amis pour une nuit de folie ». Le Sun affirmait qu'un témoin avait vu les deux hommes quitter les lieux ensemble. Le lendemain, le Daily Mirror publiait une photo de Harrison montant dans une voiture à Friar Park, accompagné de la légende provocatrice. Le coccinelle silencieux n'est plus silencieux. Les fans étaient sous le choc et la presse s'enflammait. Les émissions de radio, notamment BBC Radio London, débattaient de l'incident, le qualifiant de scandale qui allait secouer le monde des artistes de Soho à Chelsea. La société Handmade Films de Harrison fut contrainte de démentir les rumeurs, mais plus elle niait, plus l'histoire se propageait rapidement. Chrissy Findlay, mannequin célèbre pour ses cheveux blonds et son style rebelle, fut soudainement harcelée par les médias. Le Melody Maker de juillet 1973 publia sa photo avec le titre « La femme qui a égaré le scarabée ».
Pendant ce temps, Patty Boyd a disparu de Londres, séjournant chez une amie proche à Chelsea pendant plusieurs semaines. Selon certaines sources, elle se serait confiée à Eric Clapton et, quelques mois plus tard, elle a été aperçue publiquement à ses côtés, marquant le début d'une nouvelle histoire d'amour tumultueuse. Ronnie Wood a pris la chose avec humour. Lors d'une brève interview sur BBC Radio 1, interrogé sur les rumeurs, il s'est contenté de répondre « Nous sommes amis, et parfois, les amis se comprennent mal. » Mais ses propos désinvoltes n'ont en rien apaisé les tensions. Le magazine Rolling Stone a publié un long article qualifiant l'incident de croisement entre amour, rébellion et autodestruction. Les conséquences se firent sentir pendant des années. Le mariage de George et Patty s'effondra officiellement, et Chrissy et Ronnie se séparèrent un peu après. Dans le milieu musical, on disait en plaisantant que Richmond avait, ce soir-là, réécrit l'histoire du rock britannique. Mais un détail moins connu a été révélé. Selon le Times, quelques semaines après l'incident, George a envoyé à Chrissy une carte postale d'Inde où il enregistrait avec Ravi Shankar. Elle ne contenait qu'une seule phrase. « Garde ton âme aussi libre que cette nuit-là. » Des mots simples, mais suffisants pour alimenter les conversations des journalistes. Des années plus tard, dans ses mémoires, Ronnie Wood a admis « Ce soir-là, nous sommes allés trop loin. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai perdu à la fois ma femme et mon ami. » Chrissy, interrogée à ce sujet lors d'une interview au Guardian en 1997, a souri et déclaré « Nous étions jeunes, insouciants et vivions trop vite. » L'échange d'épouses des Richmond n'était pas qu'un simple scandale de tabloïd, mais le symbole de la débauche d'une époque. Cela montra combien la frontière entre amitié et désir, entre célébrité et solitude, peut être fragile, parfois brisée par un simple verre et un regard. Une fois la polémique apaisée, George se remit à la musique. Il quitta l'Angleterre quelque temps, s'envolant pour Los Angeles en quête de sérénité auprès de ses vieux amis. Mais c'est là, dans cette Amérique à la fois glamour et isolante, qu'il rencontra une autre femme, ni exubérante comme Chrissy, ni rayonnante comme Patty, mais mystérieuse, presque comme sortie d'une chanson mélancolique. 6. Charlotte Martin, la muse énigmatique de Let It Down. Au milieu des années 1960, Londres était un véritable creuset de rêves artistiques. La mode rock et l'art s'y mêlaient dans une atmosphère de liberté inédite. Au milieu des lumières dorées et enfumées et de la musique du Speakeasy Club, un visage se détachait, celui de Charlotte Martin, mannequin française dont la beauté fragile subjugua la scène rock britannique. Charlotte posa pour David Bailey, fit la couverture de Vogue Paris et devint rapidement la muse de l'élite artistique londonienne. On lui prêta des liaisons avec Eric Clapton, puis Jimmy Page, mais ce qui intrigua véritablement la presse, c'était sa relation discrète avec George Harrison, le Beatle discret que tous croyaient à l'abri des scandales. Leur histoire a commencé discrètement fin 1968. Au retour des Beatles de Rishikesh, en Inde, George était alors plongé dans la méditation et la spiritualité, tandis que son mariage avec Patty Boyd battait de l'aile. Patty était mannequin à Milan et à Paris, tandis que George, seul dans la vaste maison de Kinfon à Londres, passait des nuits blanches à jouer de la guitare. Un soir d'hiver, lors d'une réception chez le célèbre collectionneur Robert Fraser, rue Duke, George fit la connaissance de Charlotte. Elle portait une robe de satin blanc, les cheveux relevés en chignon et un collier de perles. Dans la pièce enfumée et embaumée de vin, elle n'avait presque pas besoin de parler. Son sourire attirait tous les regards. Le photographe Michael Cooper, présent ce soir-là, se souvient que Charlotte était venue accompagnée d'amis du monde de la mode, tandis que George était arrivé seul. Ils ont parlé de Meditation India et de chansons inachevées. La fête terminée, George la raccompagna jusqu'à la porte. Nul ne sut ce qui se passa ensuite, mais dès lors, Charlotte fut souvent aperçue aux alentours des studios Abbey Road lorsque les Beatles enregistraient. Les techniciens racontaient qu'elle s'asseyait tranquillement dans le couloir, lisant ou regardant à travers la vitre
pendant que George jouait. En 1969, Melody Maker la décrivait même comme la mystérieuse jeune fille devant le studio silencieux des Beatles. Bien que l'article ait été rapidement retiré, les rumeurs se sont répandues. À l'époque, George composait pour l'album All Things Must Pass. Ses proches affirmaient que de nombreuses chansons, notamment Let It Down, arbораient une tonalité nouvelle, plus sombre, plus pesante, plus mélancolique. Le producteur Phil Spector confia plus tard à Rolling Stone. « Je ne sais pas à qui il pensait en écrivant ça, mais ce n'était certainement pas à Patty. » Peu de gens savaient qu'à l'approche de la séparation des Beatles, George rendait souvent visite à Charlotte dans son petit appartement de South Kensington. Les voisins parlaient d'un homme grand et mince, aux cheveux longs et coiffé d'un chapeau à large bord, arrivant tard dans la nuit et repartant à l'aube. Une description qui correspondait étrangement à celle de Harrison. À la sortie de Let It Down, sur l'album All Things Must Pass, en 1970, la critique la salua comme l'une de ses œuvres les plus envoûtantes. Mais les fans y percevaient autre chose. Des paroles qui sonnaient comme des confessions empreintes de regret et de nostalgie. Alan Smith, du New Musical Express, écrivait « Ce n'est plus le George Harrison des Beatles, mais un homme déchiré entre la foi et la tentation. » Charlotte n'a jamais confirmé cette relation. Elle a fait quelques apparitions à des soirées artistiques, puis a disparu de Londres au milieu de l'année 1970. Son amie, la mannequin Jenny Boyd, a déclaré plus tard que Charlotte était partie en silence, comme si elle n'avait jamais existé, mais que des traces subsistaient. Dans un enregistrement rare et inédit, Harrison a joué un court morceau intitulé 4cm Beatles Fans, dont les initiales pourraient être celles de Charlotte Martin. Des années plus tard, son ami proche Klaus Foreman a confié à BBC Radio 4 que George avait parlé de Charlotte d'une voix douce comme le vent. Certaines personnes n'apparaissent qu'une seule fois, mais elles changent notre vision du monde. Ces mots, aussi fugaces qu'éphémères, révélaient l'empreinte profonde qu'elle avait laissée sur son âme. Plus tard, Charlotte quitta l'Angleterre et vécut paisiblement dans le sud de la France. Le Figaro l'a sollicité pour une interview en 1989, mais elle a décliné l'offre en envoyant seulement un court message. « Je ne suis la légende de personne. Je n'ai fait que les voir le devenir. » La relation entre George Harrison et Charlotte Martin n'était ni aussi tumultueuse que celle de Pattie Boyd, ni aussi passionnée que celle de Maureen Starkey. C'était plus calme, plus profond et envoûtant, comme une ballade mélancolique et pourtant magnifique, évoquant l'image d'un homme assis en silence avec sa guitare, se remémorant une muse française qui, jadis, fit irruption dans sa vie telle une brise printanière. Et c'est là toute la trame des histoires cachées qui se cachent derrière la vie de George Harrison, le Beatle discret, dont le parcours fut marqué par l'amour, la gloire et des relations complexes. Chaque femme qui a croisé son chemin a laissé une empreinte indélébile, douce ou amère. Que pensez-vous de ces secrets? Quelle histoire vous a le plus surpris? Partagez vos impressions ci-dessous. Et si vous appréciez les récits captivants des coulisses, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun épisode explorant le monde réel des légendes de la musique.